et je pense que c'est quelque chose de précieux aujourd'hui, même essentiel, dans une société où tout va vite, où il faut être performant, il faut être d'attaque tout de suite. Et une mère porte son enfant, et puis elle prend soin de son enfant, mais qui porte la mère? Qui, qui prend soin d'elle? Et c'est là que la doula intervient. Donc voilà, une fois que je le vois bien, une fois qu'elle a accouché, toute l'attention qu'elle recevait pendant sa grossesse est déviée. On regarde à ce moment-là le nouveau-né et voilà, la maman, on attend d'elle, qu'elle soit là, qu'elle assure, qu'elle reçoive des invités tout de suite, qu'elle soit debout et puis qu'elle se plaigne pas surtout et puis qu'elle retourne vite travailler. Bienvenue sur Enfants de Gaïa, un espace d'amour et de bienveillance dédié à ceux qui façonnent l'univers des familles du Nouveau Monde. Je suis Nassima, doula holistique et gardienne des naissances sacrées. J'aime comprendre le fonctionnement profond des choses, alors j'explore en quête de réponses. Et je vous embarque avec moi dans ce voyage à travers mon prisme de vision. Nous allons ensemble à la découverte du féminin, de la maternité, du couple, de la sexualité, des enfants et bien plus encore. Ce podcast est là pour t'inspirer et t'ouvrir à de nouvelles perspectives à travers la rencontre de professionnels qui, chacun à leur manière, participent à l'ouverture des consciences. Alors branche tes racines, connecte tes antennes et laisse-toi porter. Eh bien, bonjour Aurélie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'est un plaisir de te recevoir. Donc Aurélie, tu es doula, tu as plusieurs cordes à ton arc et je vais te laisser donc te présenter aux auditeurs qui tu es, ce que tu fais. Eh bien, bonjour Nassima et merci beaucoup d'avoir fait appel à moi. Je suis très heureuse d'être ici avec toi et d'échanger aujourd'hui. Oui, donc je m'appelle Aurélie et je suis doula depuis quelques années. Je fais de l'accompagnement à la naissance. Donc c'est accompagnement déjà fertilité pour toutes les femmes qui sont en projet bébé naturel ou en PMA, donc la procréation médicale assistée. Et puis j'accompagne également la grossesse, la naissance et le postpartum. À côté de ça, j'accompagne pas seulement les femmes, mais vraiment un plus large public pour renaître de son histoire. Donc ça, c'est vraiment par la thérapie brève en psychogestionnelle, pour se reconnecter à son enfant intérieur, pour libérer des mémoires et réparer les traumatismes, les blessures affectives, notamment celles de l'enfance, et les transgénérationnelles aussi. Et puis, je fais aussi du décodage d'histoire de naissance. Donc, c'est vraiment pour mettre en lumière l'histoire de naissance, cette grande période de 27 mois qui entoure la conception, la grossesse, la naissance et, on va dire, la première année de vie. Ok, super. Bah écoute, plein de sujets croustillants qu'on va aborder en détail au fur et à mesure. Alors juste pour revenir à la genèse de tout ça, donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'en es arrivée là? Parce que probablement ton histoire personnelle t'a guidée jusque-là. Enfin, je le sais, mais Oui. bon. Mais bon, je te laisse nous l'expliquer. Eh bien, tout a commencé pendant ma première grossesse en 2021. Donc, j'étais assistante à l'époque, assistante administrative dans un bureau, un cabinet d'experts en assurance, donc vraiment rien à voir. Je bossais à Lyon, dans une tour, voilà, c'était pas du tout ce domaine-là. Et en fait, j'ai découvert le métier de doula à la toute fin de ma grossesse, dans mon 10e mois de grossesse. J'ai vu un podcast d'une doula mexicaine qui parlait de son métier et c'était la première fois que j'entendais le terme doula.
j'ai bien écouté et ça a été comme une évidence en fait. À ce moment-là, j'ai ressenti moi aussi l'élan d'accompagner les femmes dans cette période vraiment essentielle de la vie, d'entourer, la grossesse, la naissance et la période postpartum qui est parfois compliquée à vivre. Donc j'ai pris 6 mois de congé pour déjà être là pour élever mon premier enfant, pour trouver une formation de doula. Et une petite voix en moi qui me disait oui, 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 c'est par là qu'il faut aller. Tu es peut-être faite pour ça aussi, d'accompagner les femmes, d'être dans l'écoute, dans la bienveillance. Ça me parlait vraiment et je me disais c'est peut-être ma voie donc Mmh. Est-ce que toi, avant, tu vois, pendant la période avant, tu as eu un besoin, par exemple, tu as ressenti un manque dans le parcours que tu as expérimenté, etc., à ce niveau-là? Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose avant qui... un manque de soutien, un manque de soutien, un manque d'écoute, parce que j'ai eu un parcours assez chaotique pour devenir maman justement. Mhm. J'ai traversé 8 années de procréation médicale assistée, donc beaucoup d'examens, beaucoup de suivi médical avec mon mari. Et voilà, pendant ces 8 années, je me suis sentie très isolée, un manque de compréhension générale de la part de l'entourage ou même médical, parfois un manque de tact, même chez les personnes qui travaillent dans le médical justement. Et puis voilà, c'est pas évident, c'est quelque chose d'assez tabou, l'infertilité, d'être confronté à ce problème-là. Donc oui, un manque d'écoute, un manque de soutien qui m'a fait comprendre que oui, il fallait. Ça manque de personnes, ça manque de personnes qui soient présentes, qui soient concernées par le sujet et qui ont l'expérience là-dedans pour pouvoir accompagner, comprendre et offrir du temps à ces femmes qui se sentent parfois isolées, même avec leurs amis. C'est pas évident, même l'entourage amical. Si ça fait des années que ça dure, qu'il y a des essais mais infructueux, ou même des fausses couches, comme moi ça m'est arrivé dans mon parcours de PMA. À ce moment-là, oui, c'est difficile d'en parler avec les autres, et puis même la personne en face a une certaine gêne, et quand elle est elle-même enceinte, là c'est compliqué pour l'annoncer. Enfin, moi je sais que mes amies prenaient des pincettes, elles hésitaient à me faire part de leur grossesse. Ah, ok. Voilà. Et puis bon, même si la joie était là pour elles, j'avais le pincement au cœur, ça me ramenait à mes propres difficultés, oui. Ouais. Mais c'est vrai que c'est souvent comme ça que ça commence, que déjà on traverse nous-mêmes des difficultés, etc. Et petit à petit, bah, ça devient notre force. Donc aujourd'hui, justement, tu accompagnes, comme tu l'as dit, au niveau de la fertilité, les parents, etc. Parce que toi-même, t'es passé par là et tu comprends, Et oui, voilà, les comme quoi subtilités. Ouais, comme quoi les obstacles sur le chemin montrent la voie aussi. Ils ouais, sont c'est ils sont si aussi là pour éclairer. c'est ça, c'est beau et c'est fort parce qu'on s'en rend pas compte quand on est dedans et c'est vraiment on est pris dans dans les souffrances que ça génère, etc. Et c'est que après que ça Mmh. commence à se transformer, on se dit Oui, waouh, tout ça, tout c'est s'éclaire. oui, il y avait un sens. Oui, 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 il y a toujours un sens. Ouais. Il faut avoir confiance en ce qui se présente. Mhm. Et est-ce que tu peux nous dire, par exemple, aujourd'hui, dans ce que tu pratiques, est-ce que tu apportes aux parents que tu accompagnes, etc. Voilà, comment est-ce que ça a été nourri un peu de ton propre parcours et comment aujourd'hui tu as réussi à le transformer et proposer un réel accompagnement complet aux familles? Hem, c'est, c'est un passage de vie, en fait, qui mérite tellement d'être entouré de respect, Mm. d'écoute et de douceur. Et malheureusement, dans notre société, aujourd'hui, la maternité, elle est encore trop souvent standardisée, médicalisée, et elle est vécue par les femmes dans une forme d'isolement émotionnel.
Beaucoup, beaucoup ne se sentent pas entendus ni reconnus dans ce qu'elles traversent. Euh, donc j'avais vraiment à cœur d'être cette personne qui soutient, cette présence ancrée. Et ce que j'apporte, c'est déjà, j'offre du temps. J'offre du temps pour la future mère et pour la nouvelle mère. Et je pense que c'est quelque chose de précieux aujourd'hui, même essentiel, dans une société où tout va vite, où il faut être performant, il faut être d'attaque tout de suite. Et une mère porte son enfant, et puis elle prend soin de son enfant, mais qui porte la mère? Qui prend soin d'elle? Et c'est là que la doula intervient. Donc voilà, une fois que, je le vois bien, une fois qu'elle a accouché, toute l'attention qu'elle recevait pendant sa grossesse est déviée. On regarde à ce moment-là le nouveau-né. Et voilà, la maman, on attend d'elle qu'elle soit là, qu'elle assure, qu'elle reçoive des invités tout de suite, qu'elle soit debout, et puis qu'elle se plaigne pas surtout, et puis qu'elle retourne vite travailler. Donc voilà, c'est un peu le schéma. C'est vrai que malheureusement, actuellement dans cette société, on n'est pas fait pour... Enfin, le rythme de la société, les cycles, ils sont pas du tout faits, ils sont pas centrés autour de l'humain et de ce qui vit, des émotions. C'est vraiment très cartésien et très productivité, chiffres, tac, C'est tac, ça. tac. Et waouh, moi je trouve, c'est ça que j'aime dans la doula, c'est que c'est un métier humain et qui vient, voilà, remettre l'humain au centre et malheureusement on en a besoin. Il y a des nouveaux, j'ai envie de dire des nouveaux entre guillemets métiers qui se créent parce que il faut à chaque fois venir rééquilibrer nos modes de vie dans la société, etc. Et donc il y a des nouvelles choses qui apparaissent et pour notre plus grand bien. Ouais, la société attend beaucoup de la femme, je trouve. Oui, ouais. Donc offrir un espace d'écoute, un espace de soutien, et puis rappeler aussi aux femmes qu'elles ont toute la force nécessaire, c'est devenu important. Oui, oui, absolument. C'est vrai, comme tu dis, ça demande beaucoup aux femmes parce que pour moi, la société n'est pas adaptée aux femmes, en fait. Et il y a vraiment, enfin bref, c'est un autre sujet, ça, mais il y a vraiment beaucoup de choses à venir rééquilibrer là-dedans. Et notamment dans ce qui concerne la maternité, enfin, le mode d'accouchement actuellement, etc. C'est vrai que de plus en plus, on voit, ça devient très contraignant, très enfermant, très souffrant, cette hyper-médicalisation de la maternité. Et tu m'as dit que c'est quelque chose qui te touchait aussi, enfin, je le vois dans ce que tu partages, etc. C'est quelque chose Oui. qui, voilà, qui te drive quelque part. Oui, il y a besoin d'une présence ancrée pour les femmes parce que enfin, le rôle de la doula, c'est vraiment celui d'adoucir, d'attendrir cette expérience de la maternité, enfin de la naissance déjà, et puis les débuts de la vie de parent. Oui, absolument. C'est vrai qu'on a besoin. Et en plus, enfin, c'est vrai que la doula, on dit souvent, en tout cas quand on se forme, c'est une doula pour toutes les étapes, tous les passages de vie. En vrai, c'est juste pour dire à quel point la société est déconnectée de toutes ces transitions que l'être humain vit. Et on ramène ça, enfin, on le rend banal. Et en fait, c'est pas. Enfin, on perd une partie de nous-mêmes, je trouve, à chaque fois qu'on met pas de la conscience là où il faut. Ok, et alors j'ai d'autres questions par rapport à ton parcours et ce que tu proposes aujourd'hui. Tu as été amené beaucoup à aller voir tout ce qui est, du coup, t'en parlais, les mémoires de l'enfance, les mémoires autour du féminin, voilà, tout ce qui est encodé à l'intérieur de nous et qui vient transformer notre réalité, notre expérience. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, alors je me suis intéressée en 2023 au psychogestionnel, donc c'est vraiment une thérapie qui est brève, hein. C'est pas une thérapie qui se fait en 10 ans, ni en 15 ans, ça se fait en plusieurs mois, environ 8 mois. Et c'est vraiment pour libérer les mémoires, pour comprendre et alléger les souffrances du passé. Et en fait, l'histoire, c'est que si quelque chose nous fait souffrir aujourd'hui, c'est
c'est l'enfant qui est en nous qui souffre. Donc voilà, c'est tout un voyage réparateur à faire dans le passé pour récupérer l'énergie qu'on a laissée à un instant T et récupérer ces énergies qui nous manquent aujourd'hui, qui tournent en boucle quelque part dans un espace-temps. Et on va retrouver cet enfant, on va lui apporter ce qui lui manquait. Moi, je suis convaincue de cette approche et de l'utilité d'aller voir et nettoyer tout ce qu'on porte en nous, parce que, comme tu le dis dans tes posts, encore une fois, c'est quelque chose tout ce qu'on va pas nous-mêmes gérer, on le transmet à nos enfants et c'est à eux à qui revient la charge de s'en occuper, quoi. Donc autant aller tout de suite gérer tout ça pour éviter de leur passer des bagages trop lourds, quoi. On peut aussi faire un travail, il y a plusieurs étapes dans ce voyage réparateur. C'est à travers la visualisation et le corps. Et dans ce voyage, on peut faire plusieurs réparations. Donc celle d'un traumatisme, j'en ai parlé. Mais il y a aussi tout ce qui est libération des mémoires du fœtus pendant notre vie intra-utérine. Il y a aussi la réparation d'un traumatisme lié à la naissance. Après, il y a aussi la réparation de traumatisme d'avoir subi une fausse couche ou une interruption volontaire de grossesse, suivie d'une guérison des mémoires de l'utérus. Donc c'est vraiment complet. Oh. C'est toutes les mémoires souffrantes. Oui, et c'est clair qu'on en porte tellement, en fait, tous les êtres humains. Et donc, voilà, avec tes mots, ta vision, etc., ta sensibilité, quel est l'intérêt de tout ça, tu vois, d'aller travailler tout ça, quel est l'intérêt personnellement, mais aussi au niveau de la société? Quel est l'intérêt d'aller dénouer toutes ces mémoires, tous ces nœuds? On n'est pas qu'un corps. Il y a aussi les émotions qui sont très importantes. Et du jour où on porte la vie, on réalise que même si je ne sais pas comment m'exprimer, mais porter la vie, c'est renaître à soi. Et il faut accueillir tout ce qui peut remonter à cette période-là. Ça peut être des sensations, ça peut être des souvenirs, ça peut être toutes les mémoires enfouies. Parfois, c'est des éclats de notre enfance qui remontent à la surface. Parfois, c'est notre propre naissance qui vient un peu nous titiller. Et notre lien à notre mère ou notre lien à notre lignée aussi, à toutes celles qui nous ont précédées. Et d'où l'importance aussi de se retourner vers elles, de partager avec elles, nos mères, nos grands-mères, etc., nos sœurs, parce qu'elles ont tout un morceau de notre histoire. Et c'est important de creuser, en fait, de faire ce voyage. D'ailleurs, c'est même dans mon nom, Voyage en mer. Je l'ai un peu choisi pour ça. C'est poétique. Mais c'est riche, ouais. C'est riche de sens parce que c'est vraiment une traversée. C'est vraiment une traversée. Et oui, la société aujourd'hui, elle est trop médicalisée ou peut-être mal accompagnée. Mais l'approche aujourd'hui qu'on propose aux femmes, c'est finalement, ça la déconnecte de ses émotions, de ses ressentis. Ça lui fait perdre aussi confiance en elle. Et elles ont beaucoup un sentiment d'échec et beaucoup de dépression aussi en période postpartum. Oui. Beaucoup ressentent aussi de la culpabilité par rapport au vécu de leur enfantement. Donc, voilà. Ouais. On est un être émotionnel et spirituel aussi, donc on a une histoire, on a des besoins, on a des rêves, et quand ces dimensions-là, elles sont pas prises en compte, l'expérience de la maternité, elle est pas
elle est source de souffrance, Mhm. alors que ça doit être un moment d'épanouissement. Ouais, je suis d'accord. J'en parlais hier avec quelqu'un, un homme qui voyait pas l'intérêt, justement, tout cet accompagnement, etc. Et je lui ai donné un exemple concret. Je lui ai dit, écoute, regarde, imagine ta femme, quand elle va accoucher, elle va vivre un accouchement qui va être un peu traumatique, peut-être, parce que ça peut aller très très Mhm. vite. On avait une idée dans sa tête et on se retrouve voilà, à vivre quelque chose de totalement différent et il y a une dissociation qui se passe, on n'a rien compris. Ça engendre un postpartum où voilà il y a des émotions refoulées qu'on ne légitime pas, etc., etc. Ça engendre des dépressions qui peuvent durer quelques semaines à années, et ça se répercute sur la vie de couple, ça se répercute sur la vie professionnelle, sur l'enfant qui va absorber tout ça. En fait, on se rend pas compte de toutes les Oui. répercussions que ça peut avoir, alors qu'un accouchement plus respectée ou même en puissance comme on l'appelle, c'est-à-dire où la femme elle va vraiment aller connecter avec sa puissance, mais c'est la même énergie en positif qu'elle va pouvoir transposer dans son couple, dans son travail et ainsi de suite. Ça crée une chaîne quoi, donc c'est vraiment Mhm. hyper important tout ce travail quoi. Et comme tu dis, c'est remettre l'humain au milieu Mhm. quoi. C'est plus la sécurité, et cette sécurité c'est quelque chose un peu masculine qui veut vraiment contrôler quoi. Mhm. C'est pas le féminin qui est mis au milieu, alors que c'est une maternité, c'est les femmes qui accouchent, quoi. Et oui, voilà, il faut apprendre à semer des graines pour une société plus douce, plus Oui, consciente. Mm. ouais, absolument. Et je pense que ça passe par les femmes beaucoup, Oui, en fait. C'est vraiment les femmes qui vont apporter ce elles changement, sont quoi. le portail parce que une mère euh, qui se sent bien, qui se sent écoutée, Mhm. soutenue, elle va naturellement transmettre plus de sécurité, plus de confiance et plus d'amour à son enfant. Et voilà, les enfants, Mhm. c'est les adultes de demain. Ouais, ouais, En prenant soin absolument. des mères, on prend soin de la société. Ah mais complètement. Tu vois, moi, un des trucs qui me pousse vraiment dans cette vocation, également, c'est les enfants. En fait, d'abord, presque, je le dis souvent, avant les mères, c'est les enfants. C'est parce que c'est eux qui vont, comme tu dis, Porter, être le voilà, monde de porter demain. le monde de C'est demain, ça. oui. Et si on veut améliorer, il faut commencer à l'enfance. Et comment commencer à l'enfance? C'est en passant par Mm. les mamans. Tout est, c'est une chaîne, quoi, d'empowerment puissant, quoi. C'est ça, oui. Mm. Et c'est vrai que je suis d'accord que tout ce qu'on va voir actuellement dans la société, tout ce qui est mis en place, le système actuel, et notamment médical, de prise en charge de la femme, du couple, etc., c'est quelque chose qui vient au contraire soumettre, je trouve, la femme, enfin le couple, à une autorité Mm. extérieure. Et je trouve que c'est quelque chose vers lequel on tend et qui commence à vraiment pencher dans le négatif, c'est-à-dire on remet notre pouvoir à l'extérieur et toute notre approche autour du féminin, de la maternité, etc., c'est de redonner aux parents leur pouvoir. Et je vois beaucoup, enfin je sais pas, qu'est-ce que tu en penses par rapport au système médical, c'est de plus en plus quelque chose d'infantilisant, quoi. Oui, C'est quelque bah parce chose... qu'on nourrit la peur. Aujourd'hui, on nourrit Mhm. beaucoup la peur. Euh, Là, je discutais récemment avec une future maman qui s'est inscrite pour accoucher dans une maternité de niveau 3 parce qu'elle se sentait guidée par cette peur de l'accouchement Mhm. prématuré ou que le bébé ait besoin d'intervention rapide, urgente, et même d'être transférée ailleurs. Elle avait cette peur en elle alors qu'il n'y avait rien qui amenait ça. Elle a vécu une grossesse idéale, tout se présentait bien. Et, mais on a tellement répété aux femmes que l'accouchement, c'est un événement médicalisé qu'il faut suivre et qui est à risque, que les femmes, elles ont fini par l'intérioriser. Et les récits d'accouchement qui sont traumatisants, ça nourrit aussi cette peur. On oublie du coup que la naissance, c'est un processus physiologique avant tout, et que le corps est fait pour donner la vie naturellement, mais tout en place naturellement. Et voilà, les femmes, dans la grande majorité des cas, elles peuvent accoucher en toute sécurité, sans intervention excessive. Donc peut-être que partager plus de récits d'accouchement positifs, et puis expliquer aussi les inconvénients et les avantages de certaines procédures, rappeler aux femmes aussi qu'elles ont du pouvoir
sur leur expérience, ça peut les aider à se reconnecter à leurs instincts. Donc, c'est pas être anti-médecine, hein, c'est juste leur permettre de faire un choix éclairé. Beaucoup de femmes ignorent qu'elles ont le droit, en fait, de poser des questions, qu'elles ont le droit de refuser certaines choses qu'on propose, qu'elles ont le droit de demander du temps aussi, et du temps de réflexion, qu'elles ont le droit d'exposer leurs souhaits dans un projet de naissance en amont, pour en discuter justement avec les équipes. Donc voilà, il y a une vraie déconnexion de l'instinct, je trouve, aujourd'hui. Et je pense que ça vient du fait qu'on ne leur répète pas assez qu'elles ont du pouvoir sur leur expérience. Ouais. C'est vrai que l'histoire de la maternité, elle a tellement évolué ces 100 dernières années, en fait, que ça allait trop vite quelque part et il a suffi de une ou deux ou trois générations pour vraiment faire un lavage de cerveau presque, en fait. Et comme tu dis, la peur, ça a été c'est à force de voir des images d'accouchements difficiles partout, en fait, on intègre ça en nous. Et les modes d'accouchement qui ont changé, où on accouche allongé, il y a une certaine dizaine, enfin décennies, plusieurs décennies, où on était attachés même, etc. Bah oui, les histoires de naissance qu'on peut recevoir, c'est traumatisant, quoi. Ça fait mal, c'est dur, c'est l'épreuve la plus difficile, la douleur la plus grande, etc. Et waouh, c'est tellement pas que ça, quoi. C'est même pas ça, en fait. C'est pas juste pas que ça, quoi. On valorise encore peu l'appropriation de notre propre parcours de maternité. Oui, complètement. Et comme tu disais, c'est vrai que j'entends beaucoup de femmes aussi dire, moi, je veux accoucher en niveau 3 pour la sécurité maximale, etc., etc. Et c'est vrai que beaucoup, ça les rassure, mais je trouve que malheureusement, beaucoup ne se rendent pas compte non plus de, j'ai pas envie de dire ce à côté de quoi elles passent, mais quelque part, c'est enfermant, je trouve. En tout cas, c'est mon point de vue. Et c'est toute une éducation, je veux dire, c'est depuis longtemps que ces idées ont été semées dans nos inconscients, mais on se rend pas compte des portes qu'on se ferme, en fait. C'est vrai qu'on choisit la sécurité, mais on choisit pas la puissance, et on aborde la naissance avec, ok, avec la peur, je veux pas avoir peur, j'ai peur de ça, donc je fais des choix drivés par la peur, et pas drivé par mon cœur, et pas drivé par l'amour, par la puissance, par l'envie. Et comme tu dis, c'est pas un rejet de la médicalisation, c'est juste qu'elle prenne pas toute la place. C'est comme dans la société, le masculin, l'énergie masculine, elle prend toute la place. Et c'est vraiment, non, on revient mettre de la sensibilité, de la douceur, de l'empathie, de l'instinct dans tout ça, quoi. Et on arrête la suprématie de la sécurité et du cadre. Tout à fait. Il y a très peu de femmes aussi qui ne se renseignent pas. C'est vraiment quelque chose de frappant aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est par manque de temps ou manque de confiance, ou simplement parce qu'elles n'ont pas accès à la bonne information. Mais je trouve ça normal dans une société où on valorise encore peu cette appropriation de son propre parcours de maternité. Mais celles qui prennent ce temps-là, celles qui se renseignent, qui lisent beaucoup, elles regrettent jamais leur expérience. Elles se sentent vraiment actrices de leur projet. Elles se sentent plus confiantes dans leur enfantement, plus connectées à leurs choix et plus connectées à leur corps aussi. Elles s'en félicitent après coup, toujours, parce qu'elles ont vécu une expérience bien plus consciente. Et même si elle n'était pas parfaite, l'expérience n'est peut-être jamais parfaite, mais en tout cas, voilà, bien plus consciente. Et à l'inverse, je vois beaucoup de femmes qui ont vécu leur maternité en mode automatique, très médicalisé, et qui disent après coup, mais pourquoi personne ne m'a dit ça? Pourquoi on m'a informée après? Enfin, pourquoi j'ai su qu'après? Que naître de telle façon, ça pouvait avoir un impact. Pourquoi on m'a rien dit sur le postpartum? On nous forme, on nous prévient beaucoup sur la douleur de l'accouchement, on nous accompagne là-dessus, mais pas sur la suite.
Donc, beaucoup disent « je ne savais pas ». Et ça c'est quelque chose qui est dur à entendre, parce que quelque part, le rôle parental, il commence là aussi. Enfin, selon moi, c'est en se renseignant sur la grossesse, sur la façon dont on va accoucher, sur l'éducation qu'on va offrir à notre enfant aussi par la suite. Ce sont ça les premiers actes de la responsabilité. Et il y a un malentendu qu'il faut lever aussi par rapport à ça, c'est que parler de responsabilité, c'est pas accuser le parent, c'est pas culpabiliser le parent. Et souvent, quand ils apprennent ça après coup, ils veulent pas entendre ces choses parce qu'ils se sentent culpabilisés, du coup ils se sentent coupables. Et ils veulent pas de discours culpabilisant, mais c'est pas culpabilisant, c'est responsabilisant. Voilà. Mais voilà, c'est encore une société qui fait pas, qui donne pas beaucoup de place à l'erreur. Oui. Oui. Tellement, parce que c'est vrai que c'est toujours la performance, résultat, être toujours mieux, etc. Et c'est vrai que cette notion de culpabilité, moi, c'est un truc qui m'a frappée dans le monde de la maternité. C'est l'émotion la plus présente, je trouve. Vraiment, la culpabilité, c'est waouh, le poids que portent les mères, les femmes, les parents. C'est hyper fort, quoi. C'est dense. Et juste pour revenir à ce que tu as dit, tu parlais des femmes qui ont lu des choses, qui se sont renseignées, etc. Et je trouve que c'est super de mettre en valeur leur discours et qu'elles puissent, parce que c'est elles qui vont vraiment réussir à transmettre aussi des messages et à changer faire... les choses, oui. Ouais, voilà, vraiment. Et, et c'est vrai que, comme tu disais au début, on attend de nous toujours d'être parfaite, de vite se remettre de notre accouchement, de vite gérer tout ça, voilà, rentrer vite dans une case après et pas être en roue libre quelque part. Et, et je trouve que c'est quelque chose qui s'intensifie avec le temps aussi. Il y a quelques décennies, c'était pas comme ça. Vu que le monde va de plus en plus vite, c'est encore plus exigeant. Et c'est vrai que beaucoup de femmes vont se dire « Ah, mais je fais confiance, j'y vais, j'ai pas besoin de me préparer à part ce que m'offre le parcours de santé classique. J'ai pas besoin d'aller chercher plus. » Mais parce qu'elles vont se dire « Ok, les femmes, elles le font depuis... mais ma mère a fait comme ça, ma grand-mère a fait comme ça, etc. etc. » C'est vrai. Faut rappeler aussi qu'elles avaient un certain contexte de vie à l'époque et qui peut-être faisait passer plus facilement la pilule, on va dire, sur certains aspects. Et aussi, mais en fait, on est un des êtres intelligents et on est censé sans cesse se remettre en question, voir ce qui marche pas, et vraiment, voilà, comment on appelle ça, avoir un esprit critique, quoi. Et je pense que quand on regarde la globalité, de se dire, ok, j'ai l'impression parfois, on se contente de peu, l'être humain, on se dit, ok, ça marche, ça fonctionne, pourquoi changer, on continue comme ça, on arrive à vivre. Et c'est vrai, quelque part, genre on est des produits de cette maternité de l'époque, quoi, donc on s'en sort pas mal, c'est clair. Mais quand on regarde encore plus loin et qu'on voit l'état du monde actuel, même si dans notre vie à nous ça va, mais dans le monde actuel autour et à plus grande échelle, ça va pas tant que ça. Et on a créé tout ça quelque part. Quand un système est en place, oui, c'est difficile d'y Ça. déroger. Et oui, aujourd'hui, beaucoup de femmes ne se limitent qu'aux cours obligatoires qui sont proposés par une sage-femme concernant voilà, la physiologie, mais surtout, voilà, il y a une banalisation de la douleur de l'accouchement. Et on compte justement uniquement sur la présence de l'anesthésiste qui viendra poser la péridurale. Et c'est dommage de ne pas croire en ses capacités. On entretient vraiment la peur. Et ça conduit, la peur, à nous couper de notre pouvoir, de notre positionnement aussi, et de notre sécurité, de notre confiance. C'est vrai que je donne cet exemple, en t'écoutant, ça m'a rappelé ça, mais il y a des gens qui me disent « Mais pourquoi je vais souffrir ? Pourquoi ?» Et je peux les comprendre quelque part, mais j'essaie de leur expliquer à chaque fois, mais tu te rends pas compte de ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu dépasses
Tu te dis, waouh, j'ai réussi à dépasser ça, j'ai réussi à dépasser ces douleurs, j'ai réussi à me surpasser. Je lui dis, c'est comme quand tu vas à la salle de sport. Bah, ok, il y en a qui vont dire, bah, moi, je vais jamais à la salle de sport, pourquoi je vais souffrir? Mais il y en a qui y vont, et, enfin, salle de sport ou toute activité physique, quoi, qui demande un effort. Et je dis aux gens, mais regarde juste, enfin, c'est un exemple tout bête, il y en a plein d'autres, mais quand tu as fait tes exercices de musculation, etc., tu sors, tu es plein d'énergie, tu te sens fier, il y a vraiment un truc et c'est un effort bah, nécessaire. Tu vas pas te dire pourquoi je, veux pas, je vais souffrir, quoi. C'est quelque chose Oui, qui vient t'apporter une autre oui, et force, puis quoi, il y a une grande différence entre la douleur et la souffrance. Oui, oui, Ouais. oui, Les absolument. contractions qui préparent à l'accouchement, les contractions de travail, c'est uniquement un système d'alarme que le corps nous envoie pour nous dire concentre-toi, c'est maintenant que bébé arrive et Mm. accompagne pleinement, soit dedans, soit avec. Et la souffrance, c'est psychique. Donc ça n'a pas sa place dans un accouchement en fait. Sauf si Ouais. justement il y a beaucoup de peur. Si on laisse beaucoup de Mm. place à la peur, si on nourrit la peur, euh, si les gens courent autour, s'il y a du stress, si on nous pose des questions et qu'on n'est pas concentré sur ce qu'on fait et qu'on vient perturber la mère, perturber son cocon de bien-être, justement pour être pleinement avec son enfant qui arrive, qui se présente, eh bien là, il va y avoir souffrance, effectivement. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de place pour la souffrance lors d'un accouchement. Ouais. Ouais. Bah, tu fais bien de venir pointer ce sujet parce que tu m'as direct connecté à plein de choses, mais c'est vrai que, encore une fois, je reviens à la société parce que pour moi, la maternité, c'est que la continuité d'un mode de fonctionnement qu'on a déjà dans tous les autres domaines de notre vie. Et voilà, il y a vraiment un truc comme ça. C'est que on est une société qui fuit la Mhm. douleur, qui supporte plus, qui s'anesthésie de plus en plus. Et c'est valable sur tous les domaines, et la maternité également. Et il y a vraiment toute une rééducation, moi je trouve, à apporter là-dessus. Ça va avec peut-être la vision de la mort, etc., etc., où on est une société qui a occulté tout ça. Et en fait, non, c'est venir voir différemment, comme tu dis, séparer souffrance et Mhm. douleur. Et la douleur, elle est nécessaire. C'est un guide qui nous dit par où aller. Euh, voilà, que ce soit pendant l'accouchement ou dans la vie de tous les jours, c'est là qu'il faut aller mettre ton attention et voir qu'est-ce qui se cache derrière. Et lors d'un accouchement, c'est vrai que moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est beaucoup de douleurs. Il y a des douleurs physiques, etc., mais elles sont toutes émotionnelles quelque part. Il y a des douleurs techniques, parce que bah voilà, c'est le corps qui fait son travail, mais il y en a beaucoup qui sont de l'ordre de Mhm. l'émotionnel. Et c'est l'intérêt de tout l'accompagnement que tu fais aussi d'aller voir ces mémoires qu'on porte en nous autour de notre propre naissance, de les mémoires transgénérationnelles, etc. C'est pour les enlever du corps de souffrance, pour les enlever de notre corps et pour faciliter aussi l'accouchement Et quelque oui. part. Et pas que, mais Mhm. voilà. En tout cas, enfin, aussi un autre truc, moi, que je trouve important, c'est que c'est vrai que la maternité, c'est hyper important, comme on a dit, c'est la base de toutes les générations qui vont arriver, etc., etc. Mais je trouve que ce qu'on demande un peu à mettre en place dans la maternité actuellement, c'est-à-dire se préparer, créer son cocon, voilà ce que tu disais, revenir à l'intérieur, etc., c'est quelque chose qu'on devrait faire dans notre vie de Mhm. tous les jours. En fait, c'est quelque chose d'anormalement qu'on devrait faire Et puis tout le temps, quoi. Et pas la que cette maternité, ça étape. c'est ça, la maternité, c'est juste un zoom, quoi, un truc, un Mhm. amplificateur, quoi. Mais non, normalement, faudrait déjà être comme ça, on va dire à la base, si la société était un peu plus normale, plus équilibrée, plus voilà. Mhm. Puis même le postpartum, on le banalise complètement parce qu'on on se focalise Mhm. sur la grossesse, donc cette préparation qui est quand même suivie, il y a plusieurs échographies, des suivis chaque mois. Euh, mais sur l'accouchement, mais on met de côté le postpartum en pensant que tout sera fluide après. Et c'est une grosse erreur. Mhm. C'est une grosse erreur parce que personne ne prépare les femmes à ça, hormis les doulas. Mhm. Ouais, Et ouais, voilà, on nous complètement. demande déjà au bout d'un jour ou deux de nous lever, de recevoir des visites, Mhm. de, de ne pas nous plaindre, de reprendre le travail au bout de 3 mois. Euh,
On sait pourtant qu'il faut 1 an à notre corps pour se remettre d'un accouchement et qu'il vaut même mieux attendre 3 ans avant, une autre grossesse. Donc c'est vraiment une période, à prendre en compte et aujourd'hui on est bien trop exigeant avec la femme et son rythme. Ouais. C'est vrai que je rencontre des fois des mamans qui me disent: «Moi, mon postpartum, il a duré plus d'un an, ou 2 ans» et c'est vraiment aussi parce que, bah, le postpartum immédiat, je trouve que souvent il a pas été assez bien géré. En fait, c'est vrai qu'on rentre vite dans des exigences et Oui. si tu prends tout le temps nécessaire au début, bah, tu limites, l'impact des conséquences émotionnelles et cetera, psychologiques de ce que tu Oui, auras oui, puis traversé, le quoi. bébé en souffre aussi parce que Ouais. la société attend beaucoup de la femme donc aujourd'hui, on adapte, le bébé à notre rythme Mmh. et ça, c'est un gros sujet aussi. C'est Ouais. plutôt à nous de nous adapter au rythme de notre bébé et on fait l'inverse. Mmh. Il a son rythme intérieur, il est pas en capacité encore de s'adapter au nôtre Mmh. et pourtant de nos jours, ben voilà, les femmes, elles ont une vie sociale, elles travaillent, beaucoup et elles ne prennent pas vraiment le temps de s'adapter à la maternité parce qu'on leur laisse pas vraiment le choix Ouais. d'être au calme avec lui et puis de trouver des repères pour toute la famille. On Mmh. s'impose et on impose à notre enfant, des réveils, des heures de repas, des heures de sortie, en fonction des contraintes, familiales et ouais, faut essayer de trouver un équilibre entre les besoins les capacités de notre bébé et notre bien-être aussi, Ouais. C'est vrai que par rapport au bébé, ce que tu dis, je trouve qu'on se rend pas compte encore de l'impact que ça a, tout ça, sur le fonctionnement humain, de venir casser son rythme, en fait. Parce que c'est vraiment comme s'il est en train d'apprendre des choses. Son organisme, il se rebranche, il se calibre, j'en sais rien, il se passe plein de choses sur la gestion émotionnelle, sur la gestion de toutes les infos qu'il capte, sur comment on dit, les capacités motrices qu'il développe, etc., etc. Il y a des études un peu spirituelles, si on peut dire, qui ont été faites, ou psychologiques même, qui ont été faites là-dessus. Et c'est vrai que ça vient court-circuiter des fois des connexions, des façons de penser, de faire, de ressentir, et ça crée des défaillances quelque part. Même si on emporte tous des défaillances en nous, mais imaginons si on laissait l'être humain prendre tout son temps, prendre voilà son rythme, etc. Je pense qu'on aurait des capacités un peu plus développées, mmh quoi. et puis, c'est le sentiment de sécurité aussi qui est important, d'entretenir chez l'enfant. Hem, le cododo, par exemple, hem, Mhm. c'est encore pas beaucoup en place et pourtant, c'est tous les mammifères dorment avec leurs petits et je pense que l'exemple est dans Ouais. la nature. Moi-même, j'ai 2 enfants avec qui je dors, hein, dans la même, chambre et depuis leur naissance et en fait, c'est des gros besoins qu'ils ont et qu'ils ont besoin, qu'on nourrisse tout de suite Mhm. et c'est pas faire, des enfants, des futurs adultes qui seront dépendants, c'est plutôt l'inverse. Parce qu'ils auront, heu, toute la sécurité, tout l'amour, toute la confiance, pour justement grandir, être, des gens, droits, stables, qui auront manqué de rien et c'est pas en faire des assistés, comme on entend souvent des fois dans l'entourage, «Ah mais il dort encore avec toi? Oh mais tu l'allaites? Mais tu sais qu'il saura pas se débrouiller». Bah si, justement, parce qu'il aura manqué de rien. Mhm. Ouais. C'est vrai qu'il y a presque une inversion de valeurs dans nos modes de vie, en fait. Mmh. Ouais, c'est dingue. Des fois, je regarde l'histoire de comment l'éducation des enfants a été créée,
comment est-ce que ça a évolué, etc. Et c'est vrai que ça fait peur, quoi, parfois, de voir d'où viennent des habitudes qu'on a acquises et qui sont normalisées. Elles viennent des fois de personnes, d'hommes qui ont jamais eu d'enfants, qui viennent, voilà, dire ça c'est comme ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et, et on a acquis ça et on s'est dit, ok, bah vas-y, ça devient notre normalité, quoi. Enfin, bref. C'est vrai que, comme tu dis, le meilleur exemple, c'est la nature et les mammifères et d'aller voir qu'est-ce qui se fait. Oui, et puis c'est important aussi de s'écouter soi-même parce qu'on reçoit beaucoup de conseils, voilà, de la société et puis par l'entourage aussi. D'un seul coup, tout le monde est psy, tout le monde s'y connaît, tout le monde a de l'expérience. Et en fait, simplement revenir à soi, se demander, en fait, écouter son instinct maternel parce qu'on a les réponses en nous et faut plus s'écouter. Donc oui, moins écouter l'entourage qui nous dit oh, tu vas faire des dépendants affectifs, des égoïstes. Alors que non, c'est tout le contraire. Plus on va répondre aux besoins de notre enfant, plus on va forger un adulte qui aura une sécurité intérieure solide. Ouais, qui saura gérer ses émotions sans se laisser déborder. Ouais. Et c'est vrai que tu fais bien de le préciser, c'est l'intuition et vraiment s'écouter soi pour pouvoir apporter au mieux à notre enfant. Et d'où l'intérêt encore de venir soutenir la maman et elle-même, voilà, que chacun, il y a une chaîne qui se crée, la maman soutient son enfant et d'autres personnes viennent soutenir la maman Voilà. et ainsi de suite. Bah oui, des fois les conseils ne sont pas sollicités et on en reçoit quand même beaucoup d'avis contraires, donc on ne sait plus quoi penser, quoi suivre. Mais justement, écouter les conseils, c'est toujours bien, mais ne pas tout prendre. Voilà, au pied de la lettre, y réfléchir. Mais voilà, vous êtes la mère, vous savez. Et la seule personne à écouter, en fait, c'est vous. Il faut vous faire confiance. Et vous êtes la meilleure pour votre enfant. Il vous a choisi et vous savez ce qui est bon pour lui. Oui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans, quand tu les écoutes, elles vont te dire, mais j'ai écouté les conseils d'un tel, et pourtant j'ai senti en moi que c'était pas juste, ou j'ai senti que c'était ça que je voulais faire, mais je me suis laissée influencer, intimider ou autre. Et il y a beaucoup, ça sentait déjà en elles, en fait, ce qui était juste ou pas, quoi. Et juste, elles ont pas osé s'écouter. Et je trouve que c'est ça qu'il faut redonner aux femmes, c'est ce pouvoir d'oser s'écouter et pleinement et de savoir comment aussi, parce que c'est pas, on a perdu cette faculté de vraiment ressentir ce qui est de reprendre sa place, en fait. Ouais, clairement. Bon, tu as embrayé un peu sur ce sujet de ta propre maternité, de ta propre expérience de la parentalité. Est-ce que tu peux juste nous donc attends, je récapitule, mais déjà tu as eu 2 enfants. Donc le premier, ça a été issu d'un parcours de PMA sur plusieurs années, et le deuxième donc en conception naturelle. Et en ce moment, donc tu es enceinte, c'est ça, tu es bientôt à terme, on va dire, pas trop loin. Est-ce que tu peux... Alors déjà, première question, c'est nous parler rapidement de comment ça s'est passé pour toi, tes enfantements. Les deux premiers, et peut-être qu'est-ce que tu gardes de tout ça et que tu vas modifier dans le troisième, ou je sais pas, tu vois, les apprentissages de tes différentes naissances. Alors déjà, il n'y a rien de plus formateur, je trouve, que de traverser la maternité et notamment l'accouchement. Donc deux expériences vécues complètement différentes. Donc la toute première, très médicalisée depuis le départ, puisque je me suis fait accompagner pour tomber enceinte. Donc ça, c'est déjà une grande place qu'avait le corps médical d'entrée de jeu. Et j'avais remis toute ma confiance justement dans la science. J'avais ce besoin, enfin ce sentiment que je ne pouvais pas réussir toute seule, que je ne pouvais pas aller au bout d'une conception sans l'aide de la médecine. Donc ça, c'est quelque chose qui a été ancré dans mon esprit pendant un moment.
8 années d'examen, de suivi. Et puis, donc après, je suis finalement tombée enceinte donc de mon premier garçon grâce à une FIV. Et toute la grossesse s'est passée idéalement. Il n'y a rien eu de... tout s'est très bien passé, tout a été très bien vécu et j'avais pas de peur particulière en vue de mon enfantement. Je suis allée à terme, j'ai perdu les os, mais je n'ai pas eu de contraction derrière. Donc je suis entrée à l'hôpital et ils m'ont gardée en observation et au bout de 24 heures, ils m'ont déclenchée. Donc là, encore une fois, pas naturel. Et c'est super parce que tu t'es passé par tout ce que tous les messages que tu fais passer, bah, tu les as expérimentés dans la Oui, chair, c'est quoi. du vécu. C'est du vécu, ouais, jusque ouais, dans les cellules. Donc, un déclenchement pour mon premier garçon. La péridurale, parce que voilà, j'avais eu des fortes contractions suite à ce déclenchement. Hein, le déclenchement crée des contractions un peu plus fortes que les naturelles. Ouais. Et donc, au bout de 10-12 heures de contraction, j'étais fatiguée, j'avais envie d'accueillir mon fils en étant un peu éveillée. Donc, voilà, j'avais demandé la péridurale. Et voilà, après la naissance, c'est très bien passé. Je ne l'ai pas vécu comme un échec parce que mon bébé était là, il était en bonne santé et parce que j'avais dit non à une césarienne. On m'avait quand même proposé la césarienne d'entrée de jeu et j'avais dit non, le déclenchement, je pense, suffira. Et heureusement, la sage-femme allait dans mon sens. Donc, ça s'est passé comme ça et fort heureusement. Parce que voilà, c'était juste une question de gain de temps pour ce médecin. J'ai su après qu'il avait une urgence familiale assez grave. Il était en train de perdre sa maman, donc il fallait qu'il aille à son chevet. Et donc, il aurait préféré que les choses aillent plus vite. Mais bon. Ah là là, c'est délicat comme situation. C'est vrai que malheureusement, c'est un truc qu'on retrouve souvent. On nous propose certaines interventions médicales, je vais pas dire tout le temps, mais un certain nombre de pourcentages, c'est parce que ça arrange Oui. l'équipe médicale. Et d'un côté, je comprends ce médecin, quoi, mais d'un autre, je sais pas, il y a peut-être une solution entre les deux, quoi. Voilà, il s'est fait remplacer en fait, il s'est juste fait remplacer. Oui, Et donc, voilà, ça voilà. m'allait très bien. Quand on voit l'impact que peut avoir une césarienne sur l'enfant, sur l'attitude qui va développer plus tard dans tous ces passages de vie, Bien sûr. dans l'enfance, dans l'adolescence et dans sa vie d'adulte, les répercussions que peuvent avoir une naissance par césarienne. Je suis très, très heureuse d'avoir dit non. Oui, absolument. Tout, quelque part, a une conséquence et a une symbolique. Tout ce qui est dévié de la nature. Après, c'est pas grave, comme tu dis. Tu as bien fait de le dire, tu l'as pas vécu comme un échec et personne ne devrait le vivre comme un échec parce que c'est comme ça et c'est l'expérience qu'on a eue et on a appris quelque chose et tout est juste et l'enfant qui arrive, il a C'est choisi ça. aussi quelque part. Césarienne, pas césarienne, enfin voilà, tout est Oui, choisi choisit quelque son part, même si... chemin. Voilà, donc c'est ok, mais c'est pas parce que c'est ok qu'il faut aussi rien faire, quoi. Je trouve qu'il y a juste un équilibre entre pas tout accepter, se dire dans tous les cas, là m'a choisi, etc., etc., mais essayer de faire mieux, mais en même temps, pas le culpabiliser et pas aller vers l'échec. C'est S'écouter. juste l'équilibre entre tout ça. S'écouter, Ouais. on en revient. Ok, je te laisse poursuivre. Et puis, donc la deuxième conception, donc 2 ans et demi après, était une conception naturelle. Alors, entre-temps, hein, j'avais suivi ma formation de doula. J'avais entamé ma formation de fertility doula, donc doula de la fertilité, pour accompagner donc le projet bébé et la PMA. Et ça m'a permis de nettoyer beaucoup de choses dans mon histoire, de
de trouver aussi des clés, parce qu'il y a des verrous inconscients à la fécondité et j'ai trouvé les miens et j'ai un peu détricoté tout ça. Et puis mon mari aussi a fait de son côté un travail sur lui, hein. C'est souvent un travail d'équipe à Ah bah faire. ouais, mais complètement. On crée un enfant à Voilà, deux, donc pourquoi il y en a qu'un qui se nettoie et l'autre... voilà. Ouais, Et c'est bien quand les deux sont ouverts pour le faire. Mm. ouais, ouais. Et voilà, je savais au fond de moi que je ne retournerais pas par ce chemin-là parce que d'avoir enfanté, de devenir mère, ça nous confère une puissance, une confiance en soi tellement nouvelle, tellement forte que je ne me voyais pas du tout repasser par ce chemin-là de la PMA, alors que j'avais toujours des embryons qui m'attendaient en laboratoire au cas où on ait encore le projet d'une FIV. Et j'ai laissé faire la nature. Je me suis dit, le temps, le temps viendra, cet enfant viendra tout seul. J'ai confiance en mes capacités et je fais confiance en la vie, en fait. Et donc, on a essayé pendant un petit peu plus d'un an et le bébé s'est présenté tout seul. Et de là, grossesse encore une fois idyllique. Et l'accouchement, complètement différent parce que j'avais tellement de ressources cette fois en moi-même que je savais que ça se passerait au mieux, que je savais que j'étais pas toute seule et que je faisais équipe avec mon enfant et qu'il fallait simplement que je lui fasse confiance. Et l'accouchement, c'est ça, c'est faire équipe avec son bébé et le corps sait faire naître. Il a un objectif de faire naître l'enfant et tout se met en place naturellement pour ça. Et le bébé sait naître. Il faut juste lui permettre et lui montrer qu'on est là, qu'on le soutient, qu'on l'accompagne. Et donc, je l'ai fait sans péridurale pour l'accompagner vraiment au mieux, parce que la péridurale, c'est quand même quelque chose qui nous coupe de nos ressentis, et donc quelque chose qui va nous couper de notre enfant. Et d'un coup, il va sentir qu'il a le chemin à faire tout seul, qu'il est plus accompagné par sa maman, parce que la maman, elle sent plus rien. Elle sent plus quand la contraction arrive et elle peut pas accompagner son enfant à naître. Donc c'est ça que je trouvais dommage et que j'ai voulu éviter, justement. J'ai voulu garder cette connexion, lui montrer que j'étais là jusqu'au bout avec lui. Et j'ai ressenti ce qu'on appelle le cercle de feu quand la tête passe à ce moment-là. C'est comme une brûlure, hein, mais c'était en même temps magique. C'est une ouverture. On est vraiment ouverte à tout ce qui se présente et c'est le pouvoir qui rentre. Ouais. C'est ce qui revient souvent aussi, c'est que la naissance, ça fragmente. Et c'est vraiment un truc où tu, tu redéfinis pendant cet instant qui tu es. En fait, c'est tellement tu te dépasses, c'est tellement tu vis un truc qui est hors norme, quoi, que il y a des nouveaux recablages dans le cerveau qui se passent, je crois. Et tu deviens une nouvelle version de toi-même, On quoi. renaît C'est à dingue. soi-même à ce moment-là aussi, oui. Ouais. C'est super beau. Enfin, pour l'instant, je n'ai rien expérimenté d'aussi fort. Ouais. Alors, ce nouvel accouchement qui arrive, est-ce que tu as encore une nouvelle conscience qui t'accompagne, des nouvelles envies ou je sais pas, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Si je pouvais refaire la même. Moi, c'est génial. Non, vraiment, c'était tellement puissant. Je parle Oh, même pas d'accouchement, je parle d'enfantement parce qu'il y a vraiment oui. du sacré derrière. Euh, comme si le ciel s'ouvrait en fait et que toutes les énergies étaient là pour nous accompagner dans ce passage-là, dans ce tunnel. Et on ressent une force, mais tellement, tellement grande. Et si, encore une fois, si tout est là
si le mari soutient, euh, si, si les, si les sages-femmes sont bienveillantes, qu'elles laissent faire, qu'elles voient que tu gères et qu'elles te le disent, qu'elles ont les mots doux, simples, euh, tout va bien, tout se présente bien, vous gérez super bien, madame, continuez. Mais ça confère une confiance. On n'a pas besoin de grand-chose, en fait. On a juste besoin d'être un peu entouré, au calme, et, euh, et d'avoir voilà, des gens qui nous soutiennent derrière et qui nous disent super, tu assures. Ouais. C'est vrai que je partage aussi ça. On n'a vraiment pas besoin de grand-chose, juste avoir un espace Mm, d'accueil catalysant, si je peux dire, ou je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est vraiment l'espace et l'entourage qui est mm, important, quoi. Sinon, tout le reste, on sait faire. Et puis, bah, comme on disait, au cas où il y a quelque chose qui va pas, au moins qu'on puisse réagir, quoi. mm, Mais ça reste annexe. C'est là, mais c'est pas central. Central, c'est mm, la maman et c'est ressenti et le mm. bébé, quoi. Oui. Ok. Alors, dernière question, est-ce que tu sens que tout ton travail, le côté professionnel que tu fais de doula, toutes les formations que tu as pu avoir, etc., est-ce que tu arriveras à voir en quoi ça a transformé ta maternité, enfin ton rôle de mère, tu vois, avec tes enfants? Pas juste au niveau de la naissance, etc., vraiment dans l'éducation des enfants, dans la vision de la famille, voilà, est-ce que ça est venu redéfinir par rapport peut-être à ta propre histoire également, ou ce qui, ce qui existe dans l'inconscient collectif sur les familles, mais est-ce que tout ça, ça vient donner une nouvelle une dimension à la Mm. famille, quoi? La famille est au centre et je me consacre vraiment à mes enfants. Ça, c'est quelque chose qu'on avait discuté en amont avec mon mari. Je pense, si j'avais eu un enfant tout de suite à 27 ans, quand on a commencé nos premiers essais, que j'aurais été une mère complètement différente. Et bah, finalement, je remercie ce chemin-là que j'ai eu à prendre, Mhm. ces difficultés que j'ai dû surmonter, parce que bah, ça nous a déjà laissé beaucoup de temps à mon mari et moi pour réfléchir à l'éducation qu'on allait donner à nos enfants, à la façon dont on allait les élever. Et, euh, et donc, je trouve que c'est beaucoup plus conscient aujourd'hui, euh, la maternité que j'ai vis-à-vis de mes enfants. On s'est entendu sur le fait que je serai à la maison pour les élever, moi, leur mère, la meilleure placée, parce que c'était finalement c'était hors de question de laisser mes enfants à une personne étrangère pour les garder ou à une crèche. Euh, Faire des enfants, c'est un choix tellement conscient. Euh, on- voilà, toutes mes formations aussi m'ont fait comprendre que tout se joue avant 6 ans et que la présence de la mère, elle est essentielle. Personne ne la remplace. Et, et donc, je fais en sorte d'être là, de les élever. J'allaite. J'ai allaité mon premier pendant 3 ans et demi. Mon deuxième, c'est toujours en cours, il a 18 mois. La troisième, bah, elle va être allaitée également. Et puis, il y aura peut-être un moment de co-allaitement avec le deuxième. Donc, mais c'est OK pour moi, c'est OK le cododo. Voilà, puis il y a plein de choses d'autres qui ont été mises en place dans notre quotidien, mais oui, la présence de la mère, pour moi, elle est essentielle. Mm. Ouais, tu vois, je t'écoutais et je te jure que ça m'a émue. Je crois que ça vient résonner aussi avec des parties de mon histoire, mais de venir modifier son emploi du temps, modifier ses habitudes, modifier, vraiment aménager sa vie pour accueillir. Je sais que pas tout le monde peut le faire, mais c'est une question de choix et de Voilà. priorité pour venir vraiment être le socle un peu de la famille, quoi. Et c'est hyper important parce que je trouve que dans ce monde aujourd'hui, les familles, la notion de famille, elle a tellement souffert, elle a tellement été disloquée, elle a tellement été démantelée, quoi. Enfin, c'est dingue.
je sais que c'est le bien, enfin je veux dire c'était ok qu'on passe par là parce qu'avant la famille prenait trop de poids aussi, donc on a dû aller déconstruire tout ça, etc. Mais on a perdu quelque chose en cours de route. Et il y a vraiment tout ce truc, moi je trouve, c'est pour ça que je fais ce podcast autour de la famille, de la maternité, c'est vraiment pour revenir, ok, on vient remettre les choses à leur juste place, et waouh, enfin je sais pas, j'ai du mal à l'exprimer en mots, mais énergétiquement c'est Oui, puissant. oui. Ouais, ok. Ben écoute, merci beaucoup. C'est génial tout ce qu'on a pu échanger, toutes ces visions, toutes ces énergies. Bah écoute, alors je précise pour les auditeurs qui voudraient te retrouver, donc on peut te joindre sur ton compte Instagram Oui. Voyage en mer. Je mettrai tout ça en barre de description. Et voilà, mais sinon, moi, je te souhaite vraiment un merveilleux enfantement, un merveilleux postpartum, des merveilleux moments en Merci famille. beaucoup à toi. Merci. Merci Aurélie. Et c'était un plaisir de te recevoir. C'était un plaisir d'échanger. Oui, j'ai passé un bon moment. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager autour de toi, laisser un commentaire ou laisser 5 étoiles pour soutenir Enfants de Gaïa. Je t'invite aussi à me retrouver sur Instagram sous le nom d'Étincelle Divine au pluriel. Tu trouveras tout ça en description. À très bientôt pour la suite des épisodes.